Bonjour à tous et bienvenue pour la saison 3 du podcast de Traverser la frontière. Bon, on en est à l'épisode numéro 50 si je compte bien du podcast, donc ça commence à faire beaucoup d'interviews, ça s'accumule avec les années. Et là on est en septembre 2016 et du coup c'est la rentrée du podcast. Alors pour cet épisode de rentrée, je vais être l'interviewé, donc je vais vous raconter des petites choses sur la Roumanie en fait, parce que ça fait maintenant quasiment 4 mois que je vis en Roumanie, donc dans la ville de Cluj-Napoca plus particulièrement, et je vais rester encore quelques mois. Et je pense que la Roumanie est un pays qui est, dont on ne parle pas assez ou dont on parle en mal quand on en parle. Et en fait ici il y a assez peu de touristes et je trouve que vu de la France c'est un pays qui est assez peu méconnu. Donc je voulais consacrer cet épisode de podcast sur mon expérience en Roumanie. Donc en gros il y a une première partie du podcast donc, qui va être consacrée on va dire, à tout ce qui va être les clichés, les préjugés qu'on a sur la Roumanie et la réalité des choses, en tout cas la réalité telle que moi je la vis ici directement. Et ensuite je vous donnerai les 7 raisons pourquoi je reste en Roumanie et pourquoi la Roumanie me plaît. Et à la fin du podcast, je vous donnerai quelques infos sur les prochains invités du podcast. Donc on va dire les 5-6 prochains invités, je vais vous dire qui ils vont être. Vous allez voir, il y a quelques surprises dedans. Et je vous indiquerai aussi où j'en suis dans l'écriture de mon livre Voyage à durée indéterminée, parce que cet été, pas mal de choses se sont passées. Donc restez jusqu'au bout pour avoir ces petites informations. Bon alors la Roumanie, juste pour faire un petit rappel pour tous ceux qui ne seraient pas trop au courant. Donc je suis allé en Roumanie une semaine au mois de mai 2016. Je suis tombé, pas amoureux mais presque, de la ville de Cluj. J'ai beaucoup aimé l'endroit, j'ai beaucoup aimé les rencontres que j'ai faites. Et du coup, j'ai décidé de quitter Barcelone où j'étais avant pour venir vivre ici à Cluj. À la base, je voulais venir vivre pour 3 mois. 3 mois, je pense que c'est une bonne période pour vraiment découvrir un endroit et pour vraiment pouvoir s'imprégner de la culture. Et cet été, en fait, j'ai décidé de rester un peu plus longtemps parce que je me plais vraiment beaucoup ici. Donc là, on est mi-septembre 2016, donc ça fait 3 mois et demi que je suis là. Et je vais rester, je pense, jusqu'au mois de novembre. Parce qu'après l'hiver arrive et on m'a dit que l'hiver était assez rude ici, qui faisait vraiment froid et qui neigeait beaucoup. Donc je pense pas que je vais rester ici pour l'hiver. Mais ça on fera un autre épisode sur mes prochaines destinations, peut-être. Donc la Roumanie, pour ceux qui ne savent pas où c'est la Roumanie ça se trouve en Europe de l'Est. Donc c'est en gros entre la Hongrie, l'Ukraine. On a l'Ukraine au nord, la Hongrie qui est à l'ouest, la mer Noire qui est à l'est, et au sud il y a la Bulgarie, et aussi un petit peu de Serbie. Donc c'est un gros pays, c'est un des plus gros pays d'Europe de l'Est, parce qu'il y a 20 millions d'habitants, et superficie, je sais pas, j'ai pas noté, mais c'est assez grand. Et du coup c'est un pays intéressant, la Roumanie, parce que c'est un pays dans l'Europe de l'Est, mais qui est particulier dans le sens qu'il a une culture et une langue qui est vraiment différente de ses voisins. Parce que la langue parlée est en fait une langue latine, donc ils ont gardé des racines latines et ça se retrouve vraiment dans la culture du pays. Mais on va y revenir un petit peu plus tard. Donc la Roumanie, c'est un pays sur lequel en fait on a beaucoup de préjugés venant de France. Et je voulais attaquer un petit peu ces idées qu'on se fait du pays et qui sont pour la plupart assez fausses, ou qu'en tout cas, je pense qu'elles ne sont pas forcément justifiées. Donc il y a déjà quelque chose que je voulais aborder en premier, c'est en fait cette idée reçue qu'on a que les Roms sont des gens qui peuplent la Roumanie. C'est-à-dire qu'on imagine que les Roms qu'on voit en France, donc qui sont souvent soit des gens du voyage ou des gens malheureusement qui mendient dans la rue parce qu'ils n'ont pas d'autre choix, etc. On pense que ces Roms sont en fait des Roumains, ce qui n'est absolument pas le cas. Donc les gens qui vivent en Roumanie sont des Roumains et ne sont pas des Roms. Donc les Roms, on peut les appeler des Tziganes, des Gitans. Il y a pas mal de synonymes pour ce peuple-là. Il faut savoir que les Roms, en fait, c'est un peuple d'origine qui viennent de l'Inde, en fait, et qui ont
émigré de l'Inde jusqu'en Europe. Et donc en fait c'est un peuple qui est super hétérogène, qui est réparti dans toute l'Europe et qui n'ont pas de pays en fait. En France, voilà, les Français ont la France, les Anglais ont l'Angleterre, les Allemands ont l'Allemagne, etc. Mais les Roms n'ont pas de pays. Et ça en fait, les Roms représentent la plus grosse minorité ethnique en Europe, donc à peu près 10 à 12 millions de Roms en Europe. Mais il faut savoir qu'en Roumanie, cette population de Roms ne représente seulement que 5% de la population. Donc sur 21 millions d'habitants qu'il y a en Roumanie, on voit donc qu'à peu près il y a 1 million de personnes Roms en Roumanie. Et le reste de la population, ce ne sont pas des Roms, ce sont des gens qui peuvent ressembler à des Hongrois, à des Polonais, à des Ukrainiens, à des Serbes, à des Bulgares. Enfin, c'est des gens d'origine d'Europe de l'Est. Donc, des gens blancs. Enfin, il y a très peu de gens de couleur, par exemple, ici à Cluj et en Roumanie. Parce qu'il y a assez peu d'immigration, en fait, vu que c'est pas un pays qui a été colonisé d'autres pays, ou c'est pas un pays où les immigrés, en tout cas, veulent aller, parce que la Roumanie reste un pays assez pauvre comparé à d'autres pays comme la France, l'Angleterre, la Suède, etc. Et donc, en fait, tout ça pour vous dire que cette image qu'on a que les Roms sont des Roumains, et qu'en Roumanie, tous les gens qui vivent ici sont des Roms, est absolument fausse. Tous les gens, enfin, on croise par exemple très peu de Roms en Roumanie. Enfin, ici à Cluj, tu en croises peut-être, quand je me balade dans la rue, je vais peut-être en croiser 2-3 par jour, quoi. Et quand je me balade à Paris, je suis sûr que je peux en voir plus à Paris qu'ici à Cluj. Parce que c'est comme ça, c'est juste 5% de la population, et donc il n'y a pas beaucoup de Roms ici. Donc voilà, je voulais déjà éclaircir ce point-là, donc n'ayez pas peur de venir en Roumanie parce que vous pensez que les gens sont tous des Roms et que voilà, c'est une image qui est totalement erronée qu'on a du pays. Le deuxième cliché, c'est qu'on pense que les Roumains sont des mendiants, des voleurs ou des criminels. Parce que ça vient de cette image-là que c'est des Roms. Alors que c'est absolument pas le cas. Tous les gens que je croise, c'est des gens qui sont normaux, des gens qui sont honnêtes, des gens qui travaillent. Et d'ailleurs, la criminalité est extrêmement basse à Cluj et en général en Roumanie. Donc, faut pas avoir peur de venir en Roumanie et de se dire, ah, putain, il va y avoir des pickpockets, je vais me faire voler, etc. C'est absolument pas le cas. Je reviendrai juste un petit peu plus tard sur la question de la sécurité. Ensuite, on pense que généralement la Roumanie c'est un pays voilà, à l'extrême de l'Europe de l'Est, c'est un petit peu, on sait pas trop à quoi ça ressemble, ce qu'il y a. On pense que les gens parlent russe ou que je pense qu'il y a une image vraiment de la Roumanie qui est inexacte parce que on sait pas en fait ce qu'il y a en Roumanie. Et par exemple, les gens ne parlent absolument pas russe en Roumanie. En Ukraine, vous allez trouver des gens qui parlent russe, et en Russie ou en Biélorussie, mais sinon, dans les autres pays comme aux alentours, comme la Bulgarie, la Pologne, la Hongrie, les gens ne parlent pas du tout russe. Et d'ailleurs, la langue roumaine est une langue latine ou néo-latine, comme ils le disent dans les livres. Et donc, c'est-à-dire que la langue parlée ici est un mix entre des origines latines et des origines slaves. Par exemple, pour dire merci, en Roumanie, en roumain, ils disent merci, sauf qu'ils remplacent le C par un S. Donc il y a plein de mots, on va dire, d'origine latine et de mots français aussi qu'on retrouve ici en Roumanie. Ce qui est assez surprenant parce qu'en Hongrie, l'hongrois est une langue très très compliquée. Après, en Ukraine, tu as le russe qui est aussi une langue très compliquée. En Bulgarie, ils parlent le bulgare qui est avec l'alphabet cyrillique, etc. Donc tous les pays aux alentours de la Roumanie, en fait, ce sont des langues beaucoup plus compliquées. Et le roumain est une langue latine avec un alphabet latin et qui est relativement facile à comprendre. Dans le sens où si je lis les journaux en roumain, je comprends, on va dire, un petit peu ce qui se passe. Donc voilà, ça c'est à savoir, c'est un pays qui est beaucoup plus proche de la France qu'on le pense. Enfin, la Roumanie, par exemple, au niveau de la langue, va être beaucoup plus proche que la langue polonaise, par exemple. Et d'ailleurs, le roumain ressemble énormément à l'italien. Quand on parle des gens parler, j'écoute les gens parler roumain, des fois j'ai l'impression d'entendre parler italien. Donc ça, c'est vraiment assez drôle. Quand on pense à la Roumanie, on passe à l'Europe de l'Est et on pense à des villes moches formées de gros HLM. On pense vraiment typiquement l'Europe de l'Est moche et sans aucune architecture, etc. Alors c'est une idée reçue qui n'est pas entièrement fausse, dans le sens où effectivement durant le communisme, après la Seconde Guerre mondiale, le dictateur Ceausescu, qui dirigeait le pays, effectivement a construit énormément de bâtiments type HLM, un petit peu partout, juste pour caser les travailleurs en fait, pour que tout le monde ait un logement décent.
dans les villes, parce que avant la population romaine était principalement dans les campagnes, et donc il fallait faire venir les gens des campagnes dans les villes pour travailler dans les usines, entre autres, et donc il fallait construire des bâtiments de masse pour masser les gens dedans. Donc c'est vrai que on retrouve, comme dans toute l'Europe de l'Est, tout ce qui était derrière ce fameux mur. Donc tous les pays en Pologne, en République tchèque, en Serbie, en Ukraine, etc. C'est qu'on retrouve beaucoup de gros blocs HLM. Mais la Roumanie, ce n'est pas que ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que ce type d'architecture. Quand on va dans la campagne, on ne voit pas de HLM. Par exemple, c'est juste, c'est très, j'allais dire, c'est très rustique. Je trouve pas le mot exact, mais voilà, c'est juste dès que tu sors des grandes villes, des 10 plus grandes villes roumaines, on retrouve plus de HLM si tu veux. Enfin, c'est juste, c'est à la campagne, c'est juste, t'as des maisons un petit peu partout et puis basta. Et dans les grandes villes, du coup, ce qu'on retrouve beaucoup, c'est qu'il y a souvent un centre historique conservé et qui est généralement très joli. Donc, si je pense aux villes comme Cluj, aux villes comme Brașov, aux villes comme Sibiu, aux villes comme Iași, Timișoara, etc., ou même Bucarest. En fait, il y a toujours un centre-ville vraiment historique, donc avec des rues plus ou moins pavées, des vieux bâtiments d'Europe de l'Est, mais datant d'avant de la guerre, etc., et qui sont généralement assez colorés et assez jolis. Donc, après, il y a des villes où ça va être plus ou moins maintenu et restauré, etc., mais généralement, le centre-ville sont plutôt jolis. Et moi, j'habite dans le centre-ville de Cluj et je prends vraiment beaucoup de plaisir à marcher ici. C'est vraiment sympa. Après, dès qu'on va sortir du centre-ville, effectivement, on va retrouver la moitié du temps des gros blocs, des gros bâtiments type HLM. Mais c'est pas forcément comme en France où on retrouve ça. Et justement, dans ce qu'on appelle les cités en France, où c'est un peu des zones où c'est compliqué d'y aller, où il y a de l'insécurité, etc., etc. Là-bas, les HLM, si vous voulez, c'est juste les gens vivent là-bas. Et généralement, je trouve qu'ils sont plutôt bien aménagés, souvent avec des parcs, etc. Et il n'y a pas de souci dans ces quartiers-là, si vous voulez. Moi, quand j'ai fait du couchsurfing, j'étais resté dans une zone comme ça, dans un grand HLM où il y en avait d'autres à côté. Et c'est juste des gens normaux qui y vivent et il se passe rien de spécial, quoi. C'est juste, ils vivent là-bas, après ils vont travailler, ils reviennent chez eux et puis c'est tout. Donc la Roumanie, c'est pas que ça. Donc ça existe en partie. C'est pas super joli généralement, à moins que s'ils essayent de faire un effort de peindre ça ou d'aménager ça, c'est pas super joli. Il y en a beaucoup, mais en soi, ça change pas grand-chose à la vie ici. Un cinquième préjugé qu'on a sur la Roumanie, c'est quand on pense à la Roumanie, on pense à Dracula et au château de Dracula. Donc alors ça, faut savoir que c'est une légende inventée par un écrivain, Bram Stoker, donc du coup qui a inventé cette légende de Dracula, donc qui mord les gens pour boire leur sang, etc., etc. Donc c'est absolument faux. D'ailleurs, il y a le château près de Brașov, donc le château de Bram, qui accueille énormément de touristes chaque année et qui est l'endroit probablement le plus touristique de Roumanie et qui est basé sur une sorte de légende qui est fausse. Dracula n'a jamais existé. Donc il y a bien eu ce qu'on appelle le prince Vlad Tepes, donc qui était un prince, on va dire, très méchant, si je peux dire, qui était un prince cruel parce qu'il punissait les gens en les empalant. Donc c'est comme ça qu'il tuait ses ennemis et les gens qui respectaient pas ce qu'il voulait. Donc c'était le prince de la Valaquie, donc la Roumanie amputée de la Transylvanie à l'époque, qui vivait au milieu du XVe siècle et justement qui était très cruel et on disait même parfois qu'il buvait le sang des vaincus quand il faisait la guerre pour gagner de la force. Mais bon, tout ça c'est des légendes, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé et on sait que Dracula n'a jamais existé et que le château de Bran, ce fameux prince Vlad Tepes n'y a probablement jamais vécu. Donc voilà, la Roumanie et la Transylvanie, ça n'a rien à voir avec Dracula. Ce qui est assez marrant parce qu'ici, ils en jouent du coup beaucoup pour attirer des touristes à Brașov. Mais bon. Et enfin, le sixième cliché qu'on pense de la Roumanie et que je voulais un petit peu évoquer, c'est quand on pense à la Roumanie, on pense que c'est un pays très pauvre, un pays un petit peu arriéré, où les gens se baladent en charrette, etc. Et en fait, je voulais vous dire que la Roumanie, ça a plusieurs côtés. Ça a un côté vraiment très arriéré. Dans certaines régions, on va retrouver des routes défoncées avec des charrettes et des paysans qui
qui cultivent leurs terres à l'ancienne, etc. Notamment dans la région des Maramureș, qui est la région qui au nord-ouest de la Roumanie, qui borde l'Ukraine notamment, donc où j'y suis allé effectivement. Quand on y va, on a l'impression d'être revenu 2 siècles en arrière, quoi. Les gens, ils vivent de l'agriculture, et puis c'est tout, quoi. Il n'y a pas d'usine, il n'y a pas de grosses villes, etc. Et effectivement, on voit beaucoup de charrettes et de chevaux. Mais à côté de ça, les villes sont vraiment modernes. Là, je suis dans la ville de Cluj, qui est la deuxième ville du pays. Il y a des bâtiments modernes, il y a des entreprises modernes, il y a des bus, il y a des tramways, il y a tout, il y a des supermarchés. Il y a Auchan, il y a Carrefour. Ici, il y a des centres commerciaux. Enfin, tout est vraiment moderne. Et voilà, c'est-à-dire que c'est un pays qui a ces deux facettes-là, qui a un côté encore ancré dans le passé, mais qui a quand même un côté super moderne qui se développe. Et les gens ici, par exemple, s'habillent comme en France. Je veux dire, il n'y a pas de grande différence entre moi qui m'habille avec un jean et un t-shirt et les Roumains ici. Donc, il y a assez peu de différence en fait entre le niveau de modernité. Donc, il y a toujours une petite différence parce que dû notamment à la richesse du pays qui est moindre, donc les gens ont moins d'argent, donc effectivement, il va y avoir beaucoup moins de choses superficielles, mais c'est pas un pays, on va dire, qui est arriéré. En tout cas, moi, je trouve que ça a son charme aussi d'avoir des charrettes sur la route et j'ai trouvé ça assez drôle. Donc voilà un petit peu sur les clichés et les préjugés que sur la Roumanie, dont les principaux sont vraiment les Roms. Les Roms ne sont pas des Roumains et les Roumains ne sont pas des Roms. Faut bien vous mettre ça dans la tête. Puis voilà, c'est ça le principal cliché qu'on a. Ensuite, mon expérience en Roumanie. Donc moi, je voulais vous parler des choses que j'ai vécues un petit peu ici, les choses qui me plaisent, les choses que j'aime, et pas vous convaincre, mais en tout cas, peut-être vous donner envie de venir en Roumanie, si ça peut être une destination pour un de vos prochains voyages. En tout cas, moi je le recommande. Je vous dis un petit peu les 7 choses qui me plaisent vraiment ici depuis que je suis arrivé. Alors, premièrement, la Roumanie, c'est un joli pays. Alors, vous allez me dire, mais c'est un joli pays, pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Et bien, l'avantage de la Roumanie, c'est qu'il y a beaucoup de choses. Il y a presque tout même. Il y a presque tout. Je m'explique. Vous avez la mer, donc la mer Noire qui se situe donc à l'est de la Roumanie, donc avec des plages. Donc c'est-à-dire que les Roumains l'été, quand en France on va sur la Côte d'Azur, eux ils vont à la mer Noire. Donc par exemple, donc il y a beaucoup de plages et c'est très populaire l'été pour y aller. Vous avez des montagnes, les montagnes des Carpates, qui traversent la Roumanie du nord au sud. Donc là, c'est des grandes montagnes type un peu ce qu'on pourrait retrouver dans les Pyrénées, par exemple. Donc peut-être un petit peu plus petit en altitude, mais c'est des choses similaires, avec notamment plein d'ours. Apparemment, les ours peuplent les montagnes des Carpates. Vous pouvez faire du ski en Roumanie, justement, dans les montagnes. L'hiver, il y a beaucoup de gens qui vont faire du ski. À côté de ça, vous allez avoir beaucoup, en fait, tout en Transylvanie, beaucoup de collines, de lacs, de rivières, etc. C'est vraiment très joli. La nature ici en Roumanie est vraiment sympa. J'ai fait pas mal de randonnées autour de Cluj en Transylvanie. Et c'est majoritairement des jolies collines, calmes, avec des petits villages, etc. Et c'est vraiment sympa pour se balader. Justement, dans les campagnes, on va retrouver plein de petits villages typiques roumains. Donc, c'est-à-dire que chaque village va avoir sa petite église. Un petit peu comme en France, on va retrouver. On va retrouver aussi beaucoup de monastères ici, beaucoup d'églises différentes, notamment en fait en plus dans les Maramureș où je suis allé, donc qui est vraiment la région vraiment très typique et très authentique de la Roumanie, où on peut retrouver des églises en bois datant de quelques siècles. On va retrouver aussi des monastères très anciens. Donc moi je suis allé au monastère de Barsana par exemple, où j'ai pu assister un dimanche matin à une cérémonie justement orthodoxe. Et c'était vraiment joli. Enfin, moi, ce monastère, je m'en souviendrai vraiment beaucoup. Je mettrai une photo du monastère de Barsana, une photo que j'ai prise. Je mettrai sur le site. Et c'est vraiment calme, joli. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite de ça, vous avez les villes roumaines. Donc, en plus d'avoir une jolie campagne, je trouve que la Roumanie a des jolies villes. C'est-à-dire qu'ils vont avoir des villes, comme je vous l'ai dit, avec leur centre-ville vraiment typique. Il va à Bucarest, vous allez retrouver aussi le palais du Parlement, qui est juste un édifice qui est juste
énorme. C'est l'édifice que s'est fait construire Ceausescu à l'époque du communisme. Et vous allez retrouver voilà, des villes un petit peu fortifiées. Vous allez retrouver aussi beaucoup de châteaux, comme le château de Bran, le château de Dracula, entre guillemets, donc, qui se situe près de Brasov. Vous allez avoir beaucoup de châteaux qui sont soit des châteaux rénovés, soit des châteaux en ruine. Je me souviens faire une petite randonnée aussi en fait pour monter en fait dans un château qui a des siècles d'existence et qui a été détruit par la guerre, mais du coup on retrouve quand même des ruines de châteaux là, etc. Et voilà, c'est juste un pays qui est vraiment joli parce que tu as plein de choses à faire. Si vous voulez aller à la mer, si vous voulez aller à la mer, vous pouvez y aller. Si vous voulez faire des randonnées, vous pouvez le faire. Si vous voulez faire du sport, comme je vous l'ai dit, voilà, vous pouvez faire du vélo, vous pouvez faire des randonnées. Sur les rivières, vous pouvez faire du rafting à des endroits. Si vous aimez la culture, voilà, il y a des musées, des monastères, des églises, etc. Enfin, c'est un pays vraiment super riche et ça vaut vraiment le coup de venir ici. Et d'ailleurs, de plus en plus de touristes viennent en Roumanie et se font généralement un road trip pour visiter un petit peu justement à la fois les villes et les campagnes. D'ailleurs, en fait, j'ai rencontré quelqu'un ici en Roumanie qui avait fait une thèse sur justement pourquoi les gens ne venaient pas en Roumanie. Et la première raison, c'est que les gens en fait ne savent pas qu'il y a des choses à faire, des choses à voir en Roumanie. Mais voilà, je vous le dis, il y a plein de trucs à faire, plein de trucs à expérimenter et ça vaut le coup de venir ici. Deuxième chose qui me plaît, on est presque à 20 minutes, je parle un petit peu trop là, j'ai encore plein de trucs à vous dire, mais bon, allez, on continue. La deuxième chose qui me plaît vraiment beaucoup ici en Roumanie, c'est l'authenticité. Donc c'est lié un petit peu à ce que je vous ai raconté un petit peu avant. C'est-à-dire qu'on retrouve vraiment la Roumanie qui est un pays encore authentique parce que elle n'a pas été forcément détruite par le tourisme ou le tourisme de masse et les gens vraiment conservent leur tradition ici. Donc par tradition j'entends quoi? Par tradition par exemple j'entends la messe le dimanche. Donc ici c'est un pays orthodoxe à 85% je crois. Et du coup beaucoup de gens vont à la messe le dimanche. Et tu peux retrouver cette tradition, enfin voilà, les jeunes comme les vieux, il y a beaucoup de gens qui croient vraiment encore en l'église, qui sont vraiment pratiquants et qui vont à la messe le dimanche. Je trouve qu'ils ont gagné une authenticité dans le sens où vu qu'il n'y a pas trop de touristes, ils n'ont pas changé leur culture ou leur façon de faire par rapport aux autres. C'est-à-dire que moi, ils vont me traiter d'égal à égal et ils ne vont pas me voir comme un touriste sur pattes et ils ne vont pas forcément changer la façon dont ils sont. Et j'ai retrouvé ça aussi justement à la messe du dimanche, les gens vont s'habiller avec des costumes assez typiques, etc. Je suis allé dans un mariage le week-end dernier, il y a 3 jours. Je suis allé dans un mariage et c'est vrai qu'on retrouve par exemple des grands-parents, on voyait qu'ils avaient mis leur costume un petit peu typique. Je mettrai une photo dans l'article du blog. Donc voilà, un costume qui on a l'impression qu'ils sont habillés il y a un siècle, ils s'habillaient comme ça, mais ils s'habillent encore comme ça. Donc c'est assez drôle de voir ça. Authentique, voilà, parce que tu vas dans un resto, tu vas vraiment la cuisine typique, tu vas pas te faire arnaquer, etc. Et je trouve ça bien. Et les gens sont honnêtes. Je pense que ça c'est un corollaire du fait qu'il n'y ait pas de touristes et qui sont authentiques, les gens. Je me souviens, j'ai un magasin de fruits et légumes en face de chez moi. Et quand j'y suis allé une fois, la première fois, je crois, hein, ça m'avait surpris. J'y suis allé, je me suis acheté, je sais pas, des fruits, des pommes, des bananes, des poires, je sais plus trop. Je vois, et elle me dit que ça coûte 9 lei, je crois. Je lui donne un billet de 10, ou 9 lei et 50 centimes, enfin je sais plus trop combien. Ce qui représente 2 euros, hein, c'est des petites sommes. Je lui donne un billet de 10 lei, et puis après, je comptais m'en aller, je lui donne un billet de 10 lei, et je voulais pas 50 centimes de lait, ce qui revient à 5 centimes, enfin je voulais pas la monnaie, donc je lui dis non mais c'est bon, tu peux garder la monnaie quoi, enfin je lui fais un signe parce que je parle pas vraiment roumain. Et du coup, quand je lui ai dit ça, elle a compris, elle a pris une pomme, et elle m'a mis une pomme en plus dans mon panier. Ce que j'ai trouvé hallucinant, c'est-à-dire que ça vaut peut-être le monnaie que je vais lui laisser, je le faisais de bon cœur, et elle va dire non, mais elle voulait vraiment que je paye pour ce que j'avais, donc elle a pris une pomme et elle l'a mis dans le panier vraiment de manière totalement généreuse, et enfin, c'est ce qu'ils font habituellement, quoi. Donc j'ai trouvé vraiment assez ça drôle comme anecdote, et du coup c'est un truc que j'aime vraiment ici, voilà, les gens sont assez authentiques, et peu importe d'où vous venez, ils vont pas essayer de vous arnaquer, et ça c'est vraiment agréable. Ce que j'aime beaucoup ici, c'est le coût de la vie qui est très peu cher. J'aime ça. Ça peut paraître un peu bête de dire j'aime que le coût de la vie soit pas cher, mais moi ça me permet de vivre avec un budget bas
En gros, moi je vis avec ici pour 700 euros par mois, je vis très bien. C'est-à-dire que j'ai un appartement ici là que je loue pour 300 euros en centre-ville. Après, le reste de mes dépenses, c'est la nourriture, en sachant qu'ici, tous les prix sont 2 fois moins chers qu'en France. Enfin, je vais au marché, un marché local, à chaque fois, j'achète un kilo de carottes, 1 kilo de pommes de terre, 1 kilo de tomates. Enfin, j'achète tout par le kilo et à chaque fois, je m'en sors pour quelques euros. Enfin, c'est assez hallucinant. Donc, coût de la vie qui est vraiment pas cher, nourriture pas chère, logement qui est pas très cher. Ensuite, les activités pour sortir, les restaurants, etc. Ça coûte pas grand-chose. La pinte de bière, donc ici ils servent des pintes, c'est un peu la boisson de référence. Et généralement à moins d'1,50 € dans tous les bars de la ville. Donc plus ce sera dans des bars, on va dire un peu huppés, plus ça va tendre vers 2 euros. Et si c'est un peu moins huppé, ça va tendre vers 1 euro. Donc ce qui est vraiment très très bas. Vous pouvez avoir un menu du jour le midi pour 3 euros sans problème. Vous pouvez aller au cinéma pour 3-4 euros, etc. C'est-à-dire que les prix sont vraiment très très bas. Et la raison principale à ça, c'est que les salaires ici sont bas. C'est-à-dire qu'on est dans un pays où les salaires sont probablement, les niveaux de salaire sont probablement les plus bas d'Europe, avec la Bulgarie. En gros, le SMIC, donc le salaire minimum ici est 220 euros, comparé en France où on a 1450 euros. Et le salaire moyen ici est à 530 euros, là où en France il est à 2800 euros. Donc vous pouvez voir que les niveaux de salaire sont vraiment, j'ai pas calculé, mais sont 4 à 5 fois, voire 6 fois plus bas ici. Et c'est pour ça que le coût de la vie est beaucoup plus bas. Je sais que j'ai beaucoup de gens que je connais qui vivent par exemple en colocation pour 100 ou 150 euros par mois, pas très loin du centre-ville, un quart d'heure rapide du centre-ville, et ça se passe très bien, quoi. Et vous pouvez vivre ici pour vraiment, vraiment pas cher. Et c'est cool, c'est intéressant pour moi qui travaille sur Internet, et j'ai pas des revenus très élevés, donc du coup ça me permet de vivre confortablement ici et de pouvoir me faire plaisir. C'est-à-dire que si je veux aller au restaurant, je peux aller au restaurant. Si je veux aller faire un week-end dans une ville à côté, enfin, je peux le faire sans souci. Et voilà, ça fait juste plaisir de pouvoir profiter de tout ça. Voilà, je peux aller au cinéma. Je pourrais aller au cinéma tous les jours, manger au resto tous les jours. Ça ferait quand même, ce serait pas un budget non plus déconnant. Donc voilà, j'aime beaucoup le coût de la vie qui est bas en Roumanie, donc qui en tant qu'on va dire habitué des prix, par exemple à Paris, j'ai vécu à Paris quelques années, voilà, les prix ça n'a rien à voir et ça fait plaisir de ne pas avoir l'impression de se faire arnaquer. La quatrième chose que j'aime beaucoup à propos de la Roumanie, c'est le sentiment de sécurité. Donc on en parlait dans les préjugés en pensant que justement en venant en Roumanie on va se faire voler et qu'il n'y a que des criminels. C'est l'inverse. Il n'y a pas du tout ce sentiment d'insécurité. En tout cas, à Cluj, en Transylvanie, il n'existe pas. Parce que c'est comme ça. Je sais qu'à Bucarest, ville où je suis pas retourné depuis 8 ans, les gens me disent que c'est un peu moins safe, justement, vu que c'est la capitale et que tu as, je sais pas, peut-être 2 millions d'habitants ou je sais plus combien. Plus il y a de gens, plus ça représente, on va dire, des potentiels problèmes. Donc on m'a dit que voilà, Bucarest c'était un petit peu plus chaud, entre guillemets, il faut faire un petit peu plus attention. Mais pour le reste de la Roumanie, dans les campagnes, il n'y aura jamais aucun souci. Ici, Cluj, qui est la deuxième ville du pays, je me suis jamais senti en insécurité à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure du jour, de la nuit, etc. J'ai pas de gens qui mendient, enfin je vois peut-être un mendiant par semaine. Enfin, c'est très, t'as un sentiment voilà de sérénitude. Je sais pas si ce mot existe. Sérénitude. Bon, bah, si ça n'existe pas, je l'invente, mais je crois que ça existe. De sérénité, en tout cas, ce mot existe. Je suis très serein quand je suis ici. J'ai même pas besoin de penser à est-ce que je dois prendre, à qu'est-ce que je prends avec moi, comment je dois m'habiller. En comparaison où l'Europe, en Amérique du Sud, où il fallait vraiment faire attention à chaque fois quand on sortait, bah, faire gaffe à pas trop prendre d'argent, etc., etc. Et ici, je m'en fous, tu peux te balader avec 2000 euros dans ta poche, tu peux être sûr de toute manière que personne ne viendra te voler. Avec ton grand réflexe en train de prendre des photos, etc., il ne se passera jamais rien. Et ça fait vraiment plaisir et c'est un truc que j'aime beaucoup ici en Roumanie. Le cinquième point, c'est que la Roumanie en fait, est un pays avec une histoire et une culture très riche. Donc comme je vous l'ai dit, ils ont une culture très latine. Et en fait, ils ont une culture riche parce que ils ont toujours été à cheval entre l'Empire, par les Romains déjà à l'époque, bien sûr l'Empire romain dont ils faisaient partie. Après beaucoup en fait avec l'Empire austro-hongrois, donc en gros la Roumanie était
jusqu'à la Première Guerre mondiale, était séparée en deux. Donc il y avait l'Empire austro-hongrois, donc avec la Hongrie qui englobait la Transylvanie, et après tu avais l'autre partie de la Roumanie. Donc il y a toujours eu cet entre-deux par rapport à l'Empire austro-hongrois, par rapport à l'Empire ottoman, par rapport aux Russes plus au nord, etc. Donc en fait, ils ont toujours été à cheval sur plusieurs cultures. Et donc ça a créé justement une histoire et une culture vraiment riche. Donc je vous ai parlé des églises, par exemple. Des églises, il y en a partout, ils en construisent partout. J'ai vu un chiffre comme quoi il y a 10 nouvelles églises qui se construisaient par mois. Donc c'est assez ouf. Le poids de l'église, j'en ai parlé un petit peu avant, mais c'est vrai que quand l'église orthodoxe a un poids énorme ici, et du coup ça joue beaucoup. L'histoire, bien sûr, on ne peut pas occulter la période du communisme qu'il y a eu ici en Roumanie entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et 1989. Donc pendant longtemps, la Roumanie était un pays communiste, enfin même c'était sous un dictateur, la dictature de Ceausescu, et donc c'était une période vraiment très très dure pour le pays. Donc depuis 25 ans, ils sont sortis de cette dictature, mais c'est-à-dire que toutes les personnes qui ont plus de 40 ans ont vécu sous la dictature. Donc c'est-à-dire qu'il y a vraiment une histoire très riche à ce niveau-là, parce que la dictature, pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est, en tout cas ici, c'était assez rude. C'est-à-dire qu'on n'avait pas forcément de liberté de mouvement. Il n'y avait pas de collectivité privée, c'est-à-dire que rien ne nous appartenait vraiment, tout appartenait à l'État, que ce soit les champs, les usines, etc. Il n'y avait pas d'élection, c'est-à-dire qu'il y avait un dictateur et puis c'est ça, et puis c'est tout. On n'avait pas de droit de s'exprimer contre, en tout cas, le pouvoir en place, c'est-à-dire que si tu étais contre le pouvoir, en gros, tu te faisais tuer, quoi. Enfin, c'était un petit peu ça. Tu avais ce qu'ils appellent la Securitatea, en gros, une sorte de force de sécurité qui emprisonnait les gens, qui les torturait, qui les tuait, qui appliquait la censure, qui faisait des écoutes, qui déportait les gens, etc. Enfin, c'était c'est assez hardcore comme dictature. Il y a beaucoup de gens qui sont morts sous la dictature de Ceausescu ici en Roumanie. Et il y a beaucoup de gens qui ont vécu sous ça. Donc, c'est-à-dire qu'à cette période-là, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas s'exprimer librement et il fallait faire ce qu'on nous disait de faire. C'est-à-dire que tu allais travailler à l'usine, tu avais ton chez-toi dans ton HLM, etc. Et tu n'avais pas de liberté, en fait. Tu n'avais pas la liberté d'expression, tu n'avais pas la liberté de te déplacer comme tu voulais, etc. Et c'était une période vraiment rude pour les gens qui vivaient en Roumanie. Donc, cette transition qui s'est faite entre le communisme et maintenant l'économie de marché, qui est plus libre, évidemment, et la démocratie, du coup, ça induit beaucoup de choses et c'est intéressant à parler avec les gens et à étudier un petit peu ce phénomène de transition, on va dire, historique. Donc si vous aimez l'histoire, la Roumanie est vraiment un pays à visiter. En tout cas, vous pouvez apprendre pas mal de choses. Sixième point que j'aime bien ici, en tout cas, c'est plus relatif à Cluj. C'est que Cluj est une ville qui bouge énormément. Je m'explique. C'est une ville étudiante, donc il y a 100 000 étudiants. Donc vous pouvez être sûr que ça va être très animé. C'est-à-dire qu'il va toujours avoir des soirées, il va y avoir des événements, il va y avoir des concerts, il va y avoir des festivals. C'est ouf au niveau culturel, ça a toujours quelque chose. Il y a une grande place sur Cluj et allez, tous les week-ends quasiment, ils montent une scène et il y a des concerts, il y a des événements, etc. Et c'est dingue, tu as des opéras. T'as des opéras ici, donc je parlais des festivals, par exemple, t'as un festival qui s'appelait Untold Festival, donc qui avait lieu qui a lieu au mois d'août, au début du mois d'août. Et tu as 300 000 personnes qui viennent à ce festival de musique. Enfin, c'est assez énorme. Et moi, j'aime bien parce que du coup, c'est une ville super dynamique. Après, je pourrais pas généraliser ça au niveau de la Roumanie parce que je sais pas comment ça peut se passer dans les autres grandes villes, mais je suis sûr que je sais qu'à Sibiu ça bouge beaucoup, à Bucarest, à Timișoara, enfin les grandes villes, je sais que ça bouge beaucoup et c'est agréable d'avoir des événements organisés un petit peu partout. Souvent en plus il y a beaucoup d'événements gratuits dont on peut profiter et voilà, c'est agréable. Et enfin, je pense que c'est probablement le point le plus important et ce qui m'a plu le plus ici en Roumanie, ça va être les gens, tout simplement. La sympathie des gens, la cordialité des gens et le fait que tu peux parler vraiment à tout le monde très facilement. C'est un truc qu'on répète, c'est un truc de base qu'on a tendance à dire oh là je suis allé en Colombie, les gens étaient super sympas, oh, au Brésil les gens étaient super sympas, oh, en Philippines les gens étaient super sympas, etc. Donc c'est un truc qu'on a tendance à dire et que moi aussi je dis,
Mais en Roumanie, c'est vraiment le cas. Comment je pourrais argumenter ça? En gros, les gens, je trouve qu'ils sont généreux, ils sont ouverts, ils sont curieux. Et par exemple, je me souviens, là, j'avais une copine, Loredana, qui m'a dit qu'il y avait une sorte de festival de musique à 1h30 de Cluj. Elle m'a dit ça 2 jours avant. Elle m'a dit, tu veux venir? Donc déjà, ce qui est intéressant ici, c'est que les gens qui te connaissent, généralement, ils t'invitent, ils veulent te faire découvrir le pays, etc. Donc ce qui est vraiment, même s'ils te connaissent très peu, ils veulent quand même t'inviter et te faire découvrir des choses. Ce qui est assez génial. Et je lui ai dit, bah ok, ouais, je viens. C'était juste 2 jours et une nuit. Je lui ai dit, ok, tu viens. Elle me dit, bon, par exemple, par contre, il faudra faire du camping, etc. Je lui ai dit, ouais, il n'y a pas de souci, je viendrai. Je lui ai dit, par contre, j'ai rien du tout. J'ai pas de duvet, j'ai pas de tente, j'ai rien, quoi. Elle m'a dit, non, mais c'est bon, t'inquiète pas, on s'occupe de toi. Donc j'ai fait, ok, why not. Donc samedi matin, je les voyais débarquer dans leur voiture. Ils me disaient, ah, hop, tu montes. Donc ils m'emmènent en trajet en voiture jusqu'au festival. Après, ils avaient prévu une tente pour que je dorme avec quelqu'un dans une tente. Donc tac, on monte la tente. Ils m'avaient prévu un duvet, etc. Ensuite, on prend la voiture, on va se balader dans un alentour. On se fait une sorte de pique-nique en mode barbecue. Donc ils avaient tout sur le barbecue, de la bouffe. Hein, j'avais rien amené. J'étais vraiment en mode... J'étais absolument pas organisé, j'avais aucune idée de dans quoi je me lançais. Et tous les gens, c'est un groupe d'une dizaine de personnes, de Roumains, étaient super cool, quoi. Ils avaient tous amené de la bouffe, il y a un mec qui faisait de la guitare, on avait nagé dans un lac où il y avait personne à côté, etc. Après, le festival s'est super bien passé, et tous les gens, tous ces inconnus, à part Loredana que je connaissais un petit peu, je l'avais vu 3 fois dans ma vie, quoi. On avait bu un verre, on avait fait un resto, c'était assez basique, quoi. Et ils étaient tous super sympas, super ouverts à moi, ils me parlaient, on me discutait, et je me sentais super à l'aise dans ce groupe-là auquel je n'appartenais absolument pas. Et voilà, c'est un des trucs qu'il y a ici, c'est que les gens, ils t'accueillent, ils sont généreux, et ça, c'est vraiment cool. Et un truc qui illustre aussi bien aussi la générosité des gens, c'est l'autostop. Alors ici en Roumanie, tout le monde fait du stop, ce qui est assez drôle. Et moi, quand j'ai loué une voiture avec mon cousin qui est venu me rendre visite en Roumanie, on a loué une voiture en fait pour aller dans les Maramureș. Et ce qui était marrant, c'est qu'on prenait des gens en stop. Et on prenait pas n'importe. Et généralement, on prenait des mamies en stop. C'est-à-dire que pour aller de village en village, s'il y a pas forcément de bus, les gens ils font juste du stop en fait. Ils marchent et puis s'il y a une voiture qui s'arrête et qu'ils les prennent, tant mieux. Et sinon, bah ils marchent. Et donc on a pris 3-4 mamies la même journée, ou sur 2 jours, 3-4 mamies en stop pour des trajets de 5 à 10 minutes. Et c'était toujours super marrant en fait. Et les gens étaient là, les mamies essayaient de nous parler, elles me disaient bon alors comment ça va, qu'est-ce que vous faites ici, donc, en roumain, sachant qu'on parlait pas vraiment roumain, quoi. Donc c'était assez drôle comme discussion à avoir. Donc voilà, l'autostop est super répandu. Voilà, je vous dis aussi qu'il y a 3 jours, je suis dans un mariage. Encore une fois, on m'a invité au mariage. Je fais ouais, ok, ouais. Enfin, quelques jours avant, je fais ok, ouais, je veux bien venir au mariage. Et encore une fois, on m'invite. Et puis après, tu y vas. Tout le monde est super sympa avec toi. Les gens parlent anglais, donc c'est ça que je voulais dire, que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'en Roumanie, tous les gens de moins de 30 ans, ils vont parler anglais. Parce que c'est des jeunes, ils sont étudiants, ils sont ouverts vers le monde, vers l'extérieur, donc ils parlent anglais, et donc ça favorise, en tout cas dans les villes. Dans les campagnes, c'est un peu plus compliqué, mais dans les villes, vraiment tout le monde parle anglais, donc c'est-à-dire que l'intégration est facilitée. Pas besoin de parler de roumain pour parler aux gens. Et voilà, je fais dans ce mariage, et puis encore une fois, les gens ils me demandent mais qu'est-ce que tu fais là? Enfin, les mariés sont venus me voir. Bah alors, qu'est-ce que tu fais ici en France? Qu'est-ce que tu fais ici en Roumanie, etc. Enfin voilà, super sympa. On a dansé, on a picolé, etc. C'était un mariage, et j'ai pu voir un petit peu la joie des Roumains dans les mariages, et c'était vraiment cool. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur les gens? Non, bah voilà, c'est un petit peu. C'est un petit peu tout. Enfin, les gens sont super ouverts. Tu vas dans la rue, tu peux parler à tout le monde. Et puis voilà, c'est juste agréable et ça fait du bien de ne pas avoir cette ambiance agressive et cette ambiance, on va dire, de paix qui existe ici. Donc voilà, c'est tout pour les raisons pourquoi j'aime bien la Roumanie. Comme vous pouvez le voir, j'aime beaucoup le pays parce que ça fait 40 minutes que j'en parle. Et il va falloir arrêter le podcast très rapidement. Donc tout n'est pas beau, tout n'est pas tout beau, tout n'est pas tout rose en Roumanie, c'est comme partout, il y a des fortes inégalités, comme je l'ai dit, il y a quand même un niveau de salaire qui est bas, donc il y a quand même une certaine pauvreté, même si elle ne se voit pas vraiment ici. Ça reste un pays très conservateur, donc très
très religieux, très conservateur, donc ça peut avoir des effets négatifs, on va dire, sur la liberté des gens, notamment sur l'homosexualité, des choses comme ça. Il y a des petits soucis. Il y a des problèmes aussi au niveau de la séparation des pouvoirs entre le pouvoir politique, le pouvoir de l'Église, parce que l'Église est très puissante ici, donc voilà, t'as des petits problèmes, t'as des gros problèmes de corruption. Donc là, c'est plus des petits problèmes, t'as des gros problèmes de corruption qui existent. Moi, je me souviens, j'ai une copie de journaliste qui m'expliquait que dans les années 2000, elle écrivait justement sur la période communiste et toutes les choses qui ont pu se passer. Et elle était menacée de mort beaucoup de fois pour qu'on l'empêche en fait d'écrire sur des choses parce que les gens étaient encore vivants. Enfin voilà, il y a des gros problèmes de corruption ici en Roumanie, comme un peu partout en France aussi, hein. Il y a beaucoup de problèmes de corruption, sauf qu'on n'en parle pas beaucoup, ou c'est beaucoup plus caché. Mais voilà, il y a des soucis aussi en Roumanie, mais en tout cas pour y vivre, tant qu'on ne s'intéresse pas à tout ce qui va être politique ou créer une boîte ou un machin comme ça, enfin juste pour y vivre ou pour visiter, c'est vraiment un pays génial. Donc moi je vous conseille de visiter la Roumanie, venez ici pour 2 semaines, 2-3 semaines. Visitez la Transylvanie, je pense que c'est probablement le meilleur endroit à visiter. Louez-vous une voiture, faites un road trip, vous prenez des bus, prenez des trains, allez à la campagne, allez dans les villes, faites des randos, etc. C'est vraiment top. C'est tout pour la Roumanie. Je voulais juste vous finir le podcast. Je vous ai dit en début d'émission que je voulais faire un petit point sur le bouquin, donc Voyage à durée indéterminée, que je suis en train d'écrire. Je vous en avais parlé en juin dans le podcast précédent. Le manuscrit est fini, je suis en train de mettre les dernières touches de la conclusion sur le manuscrit, donc le livre est quasiment terminé, il va faire entre 250 et 300 pages, donc c'est un livre assez gros, assez conséquent. Il est fini, je ne sais pas quand il sortira parce que maintenant il va falloir le modifier, l'éditer, l'envoyer des amis, etc. Enfin, il faut des retours pour que je puisse changer, ajouter des choses, etc. Il va falloir faire la couverture, donc je vous demanderai de m'aider à choisir la couverture du livre. Il va falloir faire relire le livre par un professionnel, etc. Enfin voilà. Le livre est fini, mais il reste encore du boulot de mon côté pour pouvoir le publier et vous le présenter. Donc, ce sera en fin d'année ou en début d'année prochaine qui sortira officiellement. Je vous redirai ça sans souci. Restez au courant sur le blog, inscrivez-vous à la newsletter, c'est pas fait. Mettez-vous sur Facebook. Je vous tiendrai au courant, c'est sûr. Mais voilà, le livre Voyage à durée indéterminée est quasiment terminé et je pense que ça va vous plaire. Et si vous voulez voyager plus, vous allez trouver toutes les techniques et tout ce que je sais. Et je vais vous expliquer moi comment je fais pour voyager depuis 8 ans. Et voilà, ça va être top. Et enfin, les prochains invités sur le podcast, les prochaines semaines et les prochains mois, attendez-vous à voir pas mal de gens, des trucs un petit peu nouveaux. On va avoir notamment Guillaume Mouton, donc, qui est le pseudonyme de Moots, et en fait qui fait partie d'une des 2 personnes en fait qui fait l'émission de télévision Nu et culotté. Donc je sais pas si vous connaissez, mais en gros c'est 2 gars qui partent à l'aventure tout nus sans argent et ils ont une sorte d'aventure une sorte de défi qu'ils doivent réaliser. Donc c'est une émission qui passe sur France 5, donc qui est assez connue. Et du coup j'ai réussi à obtenir son accord pour faire l'interview de Guillaume que j'ai pas encore faite, hein, mais que vous aurez bientôt. Je vais interviewer aussi Maria qui a vécu 2 ans. Qui a travaillé 2 ans dans une île au milieu de l'océan Indien qui s'appelle l'île Rodrigue. Donc elle a une histoire de dingue et vous allez voir où est-ce qu'elle a vécu, c'est complètement ouf. Je vais interviewer Gauthier qui fait un tour du monde en vélo. En fait, il va nous expliquer son parcours, comment il a traversé l'Afrique du nord au sud, donc en passant par l'Éthiopie, la Tanzanie, le Kenya, pour arriver en Afrique du Sud, tout en vélo. Il a une histoire de dingue. On va interviewer aussi Sandro du blog Tête de chat. Il vient de voyager pendant 10 ans. Il va nous raconter son voyage et comment il a fait pour vivre tout simplement pendant 10 ans, tout en étant à l'étranger. On va interviewer Astrid du blog Histoire de Ton qui va nous expliquer comment on peut faire pour voyager sans argent ou avec très très peu d'argent. C'est un peu la spécialité du sujet. Et le prochain épisode en 2 semaines, donc l'épisode 51, qui est déjà tourné, qui est déjà enregistré. En fait, on va aller en Chine où j'ai interviewé Nicolas qui est pâtissier et qui s'est installé à Shanghai. Donc, ça fait plus d'1 an et demi qu'il est là-bas. Et là, il s'installe vraiment définitivement en Chine. Donc voilà pour toutes ces interviews qui arrivent sur le podcast. Ça va être passionnant. En tout cas, moi, je suis super excité de faire cette nouvelle saison. On va voir plein de nouveaux parcours. Ça va être cool. Et puis voilà, c'est tout pour cet épisode qui dure trop longtemps. Je suis désolé.
Mais on se retrouve très vite pour le prochain épisode. À bientôt, merci à vous d'écouter le podcast et je vous fais de gros bisous de Roumanie. Ciao.